Lundi 15 novembre 2004, il était presque midi. Michael était contrarié. Depuis longtemps, il travaillait comme agent de sécurité au tribunal d'Albany, dans l'État de New York. Et ce matin-là, un collègue ne s'était pas présenté au travail, sans prévenir, sans appel, sans aucune explication. Jusque-là, ce collègue n'était pas le genre de personne à agir de manière désinvolte. Il s'appelait Peter, il avait 52 ans, il était ponctuel, discret, fiable. En plusieurs années de travail ensemble, Michael n'avait jamais vu cela arriver. Alors, à l'heure du déjeuner, il a pris la voiture et s'est rendu chez la famille, sur Brooklyn Drive, dans un quartier calme et arboré de Delmar, une banlieue résidentielle au sud d'Albany. Le genre de rue où les maisons ont un jardin bien entretenu, où tous les enfants jouent dans la rue comme autrefois, et où personne ne ferme sa porte à clé pour dormir sans trop de soucis là-bas. Michael a donc frappé à la porte, mais personne n'a répondu. Il a fait le tour de la maison, et quand il est arrivé à la fenêtre de devant, il a regardé à l'intérieur, et ce qu'il a vu lui a retourné l'estomac. Peter était allongé par terre, dans le couloir entre la cuisine et le salon, immobile, couvert de sang. Il y avait une quantité de sang qui semblait irréelle, du genre qu'on ne voit que dans les films et que le cerveau met un certain temps à accepter comme réel. Michael a alors immédiatement appelé la police. Quand les agents sont arrivés et sont entrés, la scène à l'intérieur de la maison était encore pire que ce qu'on pouvait imaginer de l'extérieur. Il y avait du sang sur les murs, sur le sol, sur les poignées de porte, des traces rouges qui traversèrent le couloir, descendaient les escaliers et arrivaient jusqu'à la cuisine, des traces qui racontaient une histoire troublante. Peter avait reçu 16 coups, des coups de hache à la tête. Des blessures qui auraient dû le tuer sur le coup. Mais malgré cela, d'une manière que les médecins décriraient plus tard comme presque impossible à comprendre, il s'était levé du lit, avait marché dans la maison, écrit un chèque, préparé un déjeuner, essayé de ranger la vaisselle du lave-vaisselle. Tout cela avec le crâne détruit, sans avoir la moindre idée de ce qui se passait avec son corps. Et puis dans ce couloir, tout simplement, il a perdu la vie. Quelque chose de totalement insolite, mais Peter n'était pas la seule victime dans cette maison. À l'étage, dans la chambre du couple, les policiers ont trouvé Joanne. Elle était sur le lit, le visage couvert de sang, respirant avec difficulté. Vivante, mais de justesse. Sous les couvertures, à côté de son corps, se trouvait la hache, une grande hache, du genre utilisé par les pompiers. À ce moment-là, personne ne pouvait imaginer qui aurait pu commettre une telle barbarie contre une famille si ordinaire. Des personnes appréciées du voisinage. Et c'est à cette question que les policiers devaient maintenant répondre. Je suis Marcos Campos, soyez tous les bienvenus. Et les amis, cette affaire est vraiment insolite. Avec cette introduction, je pense que vous l'avez déjà remarqué, n'est-ce pas? Et si vous aimez les histoires insolites, abonnez-vous ici. Activez la cloche pour ne manquer aucun nouvel épisode, 3 fois par semaine ici, lundi, mercredi et vendredi, et parfois des épisodes supplémentaires. Alors, si tu ne veux rien rater de nouveau, active la cloche, d'accord? Et si tu peux, deviens membre, ça m'aide beaucoup ici pour les productions de la chaîne. D'accord, Cadu, passons aux faits. Les faits? Peter et Joanne étaient mariés depuis environ 30 ans. Ils travaillaient comme greffier juridique à la division des appels de l'État de New York. Elle était orthophoniste, spécialiste des enfants avec des troubles de la communication. Ils avaient une très belle maison, 2 enfants déjà adultes, une vie stable, construite avec patience et beaucoup d'efforts au fil des décennies. Leur fils aîné, Jonathan, avait 23 ans à l'époque des faits et servait dans la marine américaine. Il était embarqué sur un sous-marin. La Caroline du Sud se trouvait à plus de 1000 km d'Albany. Sa présence à la base militaire était confirmée. C'est pourquoi, lorsque tout a commencé à faire l'objet d'une enquête, il a tout de suite été écarté comme suspect. Et le fils cadet s'appelle Christopher. Il avait 21 ans au moment des faits. Il étudiait à l'université de Rochester, à environ 380 km de la maison. Là-bas, il était en 2e année, il était grand, beau garçon, sympathique, et les personnes qu'il connaissait disaient qu'il était charismatique, facile à apprécier. Vous savez, ce genre de personne qui a une sorte d'attraction magnétique, n'est-ce pas? Quelqu'un qui dégage une empathie naturelle, c'est ça? Quand l'enquête a commencé, l'une des premières choses que la police a faites a été d'analyser le système de sécurité de la maison. Et c'est là que les choses sont devenues étranges, je dirais. L'alarme avait été désactivée pendant la nuit, elle n'a pas été forcée, ni piratée, rien de tout cela. Elle a simplement été désactivée. Aucune tentative sophistiquée, disons, de contourner le système.
Quelqu'un est allé là-bas, a entré le code de la maison que, apparemment, seules les personnes de la famille connaissaient et a désactivé l'alarme. La ligne téléphonique de la maison avait aussi été coupée avant l'attaque. Autrement dit, il n'y avait aucun signe d'effraction sur les portes ou les fenêtres. L'alarme a été désactivée en entrant le code, le téléphone a été coupé. Tout cela dans l'intention d'empêcher un appel à l'aide, par exemple. La personne qui est entrée dans cette maison, les gars, connaissait très bien tout le système de sécurité. Elle connaissait évidemment le code. Donc, c'était une attaque apparemment planifiée, n'est-ce pas? Et la liste des personnes, disons, qui réunissaient tous ces critères et connaissaient tous ces détails, n'est-ce pas, a commencé à devenir de plus en plus courte. La police a donc commencé une enquête en posant des questions. Le trou. Parmi les raisons possibles de ce crime, ou de ces crimes, n'est-ce pas? Il y avait une situation que l'enquête voulait examiner de plus près. C'était quelque chose impliquant Christopher, le fils cadet du couple, dans les mois précédant les crimes. Et tu vois, c'était quelque chose de vraiment compliqué et peut-être suspect, pour le moins. Mais dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires après que j'ai fini de raconter ici. Tout commence avec l'argent, suivez la thune, n'est-ce pas? Mais plus précisément les gars, avec la question de l'argent, d'accord? Et avec l'incapacité de Christopher à admettre ça à ses parents, au deuxième semestre de 2003, l'université où il étudiait a forcé Christopher à s'éloigner. À cause de ses mauvaises notes, pour Peter et Johan, il a inventé une petite histoire, d'accord? Il a dit qu'un professeur avait perdu l'examen final, que les notes étaient fausses et que tout serait réglé bientôt. Les parents, par confiance, tu vois, cette relation parent-enfant, tu ne vas pas croire que ton propre fils ment. Ils ont cru ce grand garçon-là et il est retourné à l'université l'année suivante. Alors, Christopher a falsifié son propre relevé de notes, tu vois, les notes, etc. Il a créé un faux document, il a mis des notes qu'il n'a jamais eues et il a réussi à être réadmis sans que personne ne se doute de rien. Tu te rends compte? Mais étudier, les gars, ça coûte cher aussi, non? Et Christopher avait trouvé un moyen de résoudre ce problème, le sien, sans avoir à demander d'argent à ses parents. Regardez, il utilisait des documents financiers de son père qu'il avait chez eux, n'est-ce pas? Y compris des justificatifs de revenus. Une signature qu'il avait appris à falsifier, il imitait parfaitement celle de son père. Christopher y est donc allé et a ouvert plusieurs lignes de crédit. Un prêt de 30 et un 1000 $ pour pouvoir couvrir tous ses frais universitaires et un autre de presque 17 000 pour acheter une voiture. Une Jeep toute neuve, jaune canari, n'est-ce pas? Vraiment voyante, le genre de voiture impossible à ne pas remarquer. Dans les deux cas, le nom du père apparaissait comme cosignataire et Peter n'avait rien signé. Mais ce n'est pas tout, d'accord? Christopher avait simulé au moins 2 cambriolages chez ses propres parents, emportant des ordinateurs portables, enfin du matériel électronique, puis il les revendait sur eBay, lorsque des acheteurs se sont plaints que les produits n'arrivaient pas. Il créait un faux compte prétendant être son frère Jonathan, et disait que Christopher était mort. Donc il n'était pas possible de livrer les commandes. Mec, tu vois le bazar? Il utilisait aussi l'identité de son frère, comme on l'a vu, non? Il utilisait le nom et le crédit de son père. Et auprès de ses amis de la fac, il se présentait comme le fils d'une famille riche, avec une maison au bord de la mer, une vie de privilèges. En réalité, ça n'a jamais existé. On a probablement un lien ici, non? Avec toute cette histoire dans la tête du gars, il a commencé à fantasmer, et il s'est un peu déconnecté de sa propre réalité, non? Et là, ça crée, je sais pas, un trouble. Eh bien, en novembre 2004 déjà, toute cette structure a commencé, évidemment, à s'effondrer. C'était quasiment impossible à soutenir, n'est-ce pas? Peter a fait une vérification de crédit et il a découvert qu'il était un peu dans la mouise avec les prêts. Et puis il y a eu un email qu'il a envoyé à son fils qui remettait un peu tout en question. Regardez. Il demandait directement si Christopher avait falsifié la signature. Il disait qu'il appellerait la banque ce matin-là et qu'il allait prévenir tout le monde. Que, si le crédit de la famille était utilisé à nouveau, sans autorisation, il serait obligé de signaler officiellement la falsification, avec toutes les conséquences juridiques que cela entraînerait. N'est-ce pas? En somme, le père est arrivé et a dit à son fils « Sois sage ou je te dénonce à la police. Tu dois assumer les conséquences, tu n'es plus un gamin, tu as plus de 21 ans, alors fais attention mon fils. » Que se passe-t-il? Quand Christopher s'est rendu compte que son père était déjà sur ses talons, il a commencé à ignorer son père. Genre, il ne répondait pas aux appels, il ne répondait pas aux emails, et ensuite il a envoyé un autre email, c'est-à-dire que le père de Christopher lui a envoyé un autre email. Après, quand on analyse tout ce qui s'est passé, ce qui se passerait à ce moment-là,
C'est difficile à lire sans ressentir une certaine émotion, n'est-ce pas? C'est le genre de choses où tu te dis, mince, quel sale gosse. Il a écrit que, malgré tout, lui et Johan aimaient encore beaucoup leur fils et se souciaient de son avenir. Qu'il voulait au juste qu'il prenne ses responsabilités, qu'ils suivent une bonne voie et qu'ils étaient prêts à l'aider pour ça. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Changement du fils? Ils ont dit, moi, c'est vrai, hein? Je vous demande pardon, chers parents, d'avoir été comme ça, n'est-ce pas? Peu de temps après, Peter, le père, était mort. La trace. Vous vous rappelez que j'ai dit que l'alarme avait été désactivée avec le code de la famille et que la ligne téléphonique avait été coupée avant l'attaque? Eh bien, celui qui a fait ça non seulement connaissait la maison, mais s'est aussi préparé à l'avance. Et quand les enquêteurs ont commencé à tirer sur le fil, à remonter la piste, une chose a tout de suite attiré l'attention. La veille du crime, les caméras de sécurité de l'université ont enregistré une Jeep jaune quittant le campus vers 22h30. La même Jeep a ensuite été filmée, revenant sur le campus à 8h30 le lendemain matin. Cela après que l'attaque contre la famille ait déjà eu lieu. Bien. L'intervalle entre la sortie et le retour de la voiture couvrait exactement la période pendant laquelle la police estimait que l'attaque avait eu lieu. Cette Jeep jaune appartenait évidemment à Christopher. Alors, est-ce que c'est lui qui a désactivé l'alarme? Mais il y avait plus, d'accord? Les agents de péage, tu sais, les gars dans la cabine de péage, là, les gars qui travaillent, tu vois, en encaissant l'argent et tout ça. Ces postes de péage qui se trouvaient sur l'autoroute reliant l'université à Albany, où la famille habitait, ont dit qu'ils se souvenaient d'une Jeep jaune avec de gros pneus. L'un d'eux a même affirmé que la voiture était passée au poste vers 22h45, c'est-à-dire peu de temps après avoir été vue en train de quitter le campus, tu vois. Un autre poste de péage près d'Albany a déjà dit que le même type de véhicule est apparu à grande vitesse peu avant 2h du matin. Là, les pièces commenceront déjà à s'emboîter, n'est-ce pas? Et la chronologie commençait à s'emboîter. Un voisin de la famille a également témoigné et a dit qu'il avait vu la Jeep jaune garée devant la maison de Peter et Johan cette nuit-là. Maintenant, la police avait une chronologie qui se tenait. Des traces sur l'autoroute, de l'ADN à la cabine de péage, un véhicule filmé sortant et revenant durant la période estimée des crimes, sans empreinte digitale. Sur la hache, cependant, il n'y avait aucune caméra de surveillance à l'intérieur de la maison. Mais je pense que je n'ai même pas besoin de dire que tous ces ensembles de preuves circonstancielles, peut-être, pointaient fortement dans une seule direction. N'est-ce pas Christopher qui a donc été inculpé pour ces crimes? Cela en novembre 2005, exactement un an après les faits. Pour résumer rapidement ici, les gars, qu'est-ce que les caméras montraient? La Jeep quittait la faculté pour Albany, revenait passer le péage tôt le matin à grande vitesse, laissant une empreinte digitale. Pourquoi? Quoi? C'est important pour corroborer et confirmer que ce n'était pas juste un simple témoignage. Ah, j'ai vu une Jeep là, non? Je vois qu'elle est jaune, mais c'était bien Christopher qui conduisait pendant cette plage horaire-là. Ensuite, il est arrivé le matin sur le campus où il logeait, là, à la faculté. Que faisait Johan avant de s'évanouir? Mais revenons maintenant, les amis, à la découverte de la scène du crime, n'est-ce pas? Quand les ambulanciers sont arrivés dans la chambre et ont trouvé Johan, elle était encore en vie, n'est-ce pas? La priorité était de la stabiliser et de l'emmener vite à l'hôpital. Les blessures étaient graves. Chaque seconde comptait énormément, mais le détective chargé de l'affaire, qui était sur les lieux à ce moment-là, a fait quelque chose qui allait définir les 2 prochaines années de l'enquête. Avant que Johan ne soit emmené, il s'est approché et lui a demandé si elle pouvait l'entendre. Johan a fait signe que oui, d'un mouvement de tête. Alors le détective a demandé si quelqu'un de la famille avait fait cela, et elle a fait signe que oui, d'un mouvement de tête. Il a demandé si c'était Jonathan, le fils aîné. Elle a dit non, puis il a demandé si c'était Christopher. Et là, Johan a hoché la tête de haut en bas, tu vois? Affirmatif. Les ambulanciers et policiers sur place ont confirmé ces informations, comme l'a noté le détective dans son rapport. Johan a ensuite été emmenée d'urgence à l'hôpital et placée dans un coma artificiel. Les médecins ne savaient pas si elle survivrait. 3 semaines plus tard, elle s'est réveillée avec une partie du crâne définitivement endommagée, sans un œil, avec des cicatrices qui ne disparaîtraient jamais complètement. N'est-ce pas? D'ailleurs, pour être plus précis, concrètement, n'est-ce pas? Et sans aucun souvenir. Et il y avait un détail qui allait résonner pendant de nombreuses années, car Johan n'avait plus aucun souvenir de ce qui s'était passé cette nuit-là. Elle a dit aux enquêteurs qu'elle ne se souvenait de rien, qu'elle ne se souvenait pas de l'attaque, ni d'avoir été emmenée en ambulance. Absolument rien.
pas même d'avoir répondu aux questions du détective. Et ça allait encore plus loin, d'accord, parce qu'elle a déclaré publiquement qu'elle croyait que son fils était innocent. Elle a écrit une lettre à un journal local pour demander aux autorités d'arrêter de poursuivre Christopher et de rechercher le véritable meurtrier, son mari. C'était une mère qui défendait son fils avec un blackout. Là, peut-être, à cause des traumatismes réels qu'elle a subis, ou alors peut-être un traumatisme davantage psychologique, enfin. Elle faisait tout cela pour défendre son fils, qui, selon les pistes de l'enquête, est le même fils qui lui avait défiguré le visage avec une hache. O bombeiro da máfia. Les gars, on arrive à la défense, c'est ce genre de choses et ces idées créatives que j'adore partager avec vous. Voyez l'argumentaire de la défense de Christopher, n'est-ce pas, Ebay? Les avocats ont élaboré là une ligne de raisonnement, une stratégie, disons-le, pour le moins audacieuse, il faut le reconnaître, créative aussi. Ils ont évoqué l'existence d'un grand-oncle de Peter, c'est-à-dire le père de Christopher, l'homme qui a été tué, son grand-oncle, appelé Frank, qui avait été une sorte de capot d'une des familles les plus connues du crime organisé de New York. De la mafia même, il a même un nom, n'est-ce pas? Frank? Frank, donc, aurait apparemment un surnom curieux dans la mafia, le pompier. Il avait purgé une peine pour des crimes financiers liés au crime organisé, et tout le monde se souvient de la hache de pompier utilisée sur la scène du crime, non? Alors, les avocats ont saisi cela, ils s'y sont accrochés, n'est-ce pas? Et ont suggéré au jury que peut-être l'assassinat de Peter avait été un message du crime organisé. En utilisant justement ce symbole spécifique pour laisser une signature, ils ont aussi attaqué avec force le signe de tête de Joanne, celui dont je viens de vous parler. Ils ont soutenu qu'elle avait subi des lésions cérébrales très graves, que tout mouvement dans cet état-là ne pouvait pas être considéré comme une communication acceptable. Et ce deuxième argument, d'une certaine manière, a en quelque sorte influencé le jury, d'accord? Les jurés ont dit par la suite qu'ils avaient pratiquement mis cet épisode de côté au moment de délibérer, parce qu'ils pensaient que ce n'était pas une base solide, vraiment suffisante pour une condamnation. Mais la théorie de la mafia a été facilement écartée, d'accord? Frank purgeait sa peine. Il existait bien, mais il était en prison à ce moment-là. Et aucun élément concret ne reliait le crime organisé à cette maison, n'est-ce pas? Rien à voir, parce que, tu vois, imagine que Peter, d'accord, il a un grand-oncle, le gars de la mafia, va bene. Mais quel rapport avec le fait que le gars tue la famille de son petit-neveu, qui n'a rien à voir, ça n'a aucun sens, non? Ou vous pensez que je délire? Dites-moi en commentaire. Ici, les enquêteurs ont confirmé qu'ils avaient vérifié toutes les possibilités. D'accord. Y compris celle-là, avancée par la défense. Mais le jury a emporté tous les arguments dans la salle de délibération et maintenant, on arrive au procès. Le procès a commencé en juin 2006 et il a dû être transféré dans une ville à plus de 150 km d'Alba. La couverture médiatique dans la région avait été si intense qu'il y a eu cette remise en cause de l'impartialité, disant qu'il n'y aurait personne là-bas qui n'ait déjà un avis sur l'affaire. À ce moment-là, Christopher avait déjà 23 ans, alors il est entré dans la salle d'audience, s'est assis à côté des avocats. Il était calme, avec sa mère derrière lui dans le public, l'enlaçant avant et après chaque séance. Le ministère public n'avait pas d'empreinte digitale sur la hache, comme je l'ai mentionné, n'est-ce pas? Aucune preuve physique ne liait directement Christopher au crime. Tout reposait sur des éléments circonstanciels, comme dans d'autres affaires déjà évoquées ici. Mais tous ces éléments circonstanciels traçaient en quelque sorte une chronologie, et franchement, ils n'ont rien trouvé d'autre que ça. Aussi, en éliminant toutes les pistes de l'enquête, disons que ces éléments circonstanciels restaient là. Avec des allures de preuves concrètes, ce n'est pas bon. Les caméras de l'université montrant la Jeep sortant à 10h30, revenant à 8h du matin, l'alarme désactivée avec le code. Et ici, il y a peut-être l'une des preuves les plus accablantes. Ce n'est pas la ligne téléphonique coupée, la hache qui appartenait à la famille elle-même et les motifs financiers, n'est-ce pas? Tout est documenté dans les emails que Peter a conservés. On ne peut pas non plus le contester, n'est-ce pas? Mais il y a eu un détail qui semblait mineur et que les jurés ont pris très au sérieux. Christopher travaillait comme assistant vétérinaire. Il avait reçu une formation spécifique. En fait, c'était le cas. Comment nettoyer les lieux après des interventions chirurgicales, comment enlever les traces de sang sur les surfaces, comment décontaminer le matériel de manière efficace. Le ministère public a alors soutenu que c'est précisément pour cette raison que la police n'a trouvé aucune trace de sang dans la Jeep après le crime. Malgré tout, le jury a délibéré moins de 6 heures. Il a été reconnu coupable d'homicide au second degré
et aussi de tentatives d'homicide au second degré, car la mère a survécu, n'est-ce pas? Et ici, ça vaut une petite explication rapide, les gars, parce qu'au Brésil, on a tendance à associer le second degré à quelque chose de moins grave, n'est-ce pas? Ce n'est pas un crime sans intention, comme notre homicide involontaire. Mais dans l'État de New York, la loi fonctionne différemment, d'accord? L'homicide au premier degré là-bas est réservé à des cas très spécifiques, comme par exemple tuer un policier en service ou commettre un meurtre pendant certains crimes fédéraux. L'homicide prémédité ordinaire, même s'il est planifié à l'avance, relève du deuxième degré. Autrement dit, Christopher a été condamné pour l'accusation la plus grave que l'État permettait dans ces circonstances. Et lorsque le verdict a été prononcé, Christopher est resté complètement immobile, sans aucune réaction visible. Johan n'était pas dans la salle à ce moment-là. Et c'est Christopher lui-même qui lui a dit ce qui s'était passé. En décembre 2006, le juge a donc prononcé une peine de 50 ans de prison, avec possibilité de liberté inconditionnelle seulement en 2052. En prononçant la sentence, il a dit qu'il craignait beaucoup que ce qui s'était passé cette nuit-là soit quelque chose que Christopher pourrait refaire. Johan a passé les années suivantes à se battre pour son fils. Elle a perdu son emploi suite à ses blessures et a mené une longue bataille judiciaire pour conserver sa pension de fonctionnaire, qu'elle a finalement perdue aussi. Elle a vécu avec des cicatrices sur le visage, sans un œil, avec une partie du crâne endommagée. Pour toujours, sans parler des marques psychologiques, n'est-ce pas? Et elle a continué à dire que Christopher est innocent en 2023. De nombreuses années plus tard, Christopher a accordé une interview depuis la prison. Il a dit qu'il était à Rochester la nuit du crime. Il a affirmé que l'avocat avait demandé des documents importants qui auraient pu changer le résultat du procès. Il a déposé une nouvelle requête pour annuler la condamnation. L'affaire serait toujours en cours d'examen à ce jour. Et l'année dernière, en 2025, l'affaire a été transmise à un procureur d'un autre comté en raison d'un conflit d'intérêts révélé. C'est assez curieux, même le procureur actuel, là-bas à Albany, est le fils de l'avocat qui a défendu Christopher lors du procès initial. Christopher est resté à la prison de Clinton dans l'État de New York, affirmant toujours son innocence. Et la seule personne qui a survécu à cette attaque dans cette maison, sur cette scène troublante, continue de dire qu'elle ne se souvient de rien. Mais avant de perdre connaissance, avant de tomber dans le coma pendant 3 semaines et de perdre la mémoire, quand l'inspecteur s'est penché sur elle et lui a demandé qui avait fait ça, Johan a hoché la tête 2 fois, de haut en bas, disant que c'était Christopher. Mais et pour toi, très cher abducté? Enquêteur expérimenté, pensez-vous que ces preuves circonstancielles suffisent à clore l'affaire? Mais mec, ce qui m'a le plus frappé ici, c'est le fait que Peter ait réussi, tu vois, à rester là-dedans, dans la maison, désorienté, jusqu'à s'évanouir, jusqu'à mourir dans le couloir retrouvé par son ami. C'est tellement surréaliste et insolite. Je crois que c'est l'une des affaires les plus étranges que j'ai présentées ici. Les gars, j'ai été tellement obsédé par ce truc du cerveau que je suis allé faire des recherches ici et j'ai trouvé une explication médico-légale, médicale ici, tu vois. C'est un phénomène très rare, expliqué par des spécialistes médicaux et légistes via l'analyse du traumatisme crânien. Regardez le fonctionnement du cerveau, n'est-ce pas? Les enquêteurs et les médecins légistes qui ont analysé l'affaire ont suggéré que l'attaque avait touché des zones spécifiques du lobe frontal, mais avait temporairement préservé des parties du cerveau responsables des fonctions motrices de base. Les routines, tout ce qui fonctionnait en mode automatique dans sa tête. Donc c'est pour cela qu'on explique que même la mémoire musculaire aussi, n'est-ce pas? Pendant cette courte période, l'individu peut accomplir des tâches quotidiennes sans avoir conscience de la gravité de sa situation physique. Il est là, n'est-ce pas? Il vit sans ressentir de douleur, jusqu'à ce qu'il perde suffisamment de sang et qu'il y ait une défaillance systémique du corps, puis il s'effondre et perd la vie. Voilà maintenant, oui, je devais vous expliquer cela. Qu'en avez-vous pensé? Merci beaucoup pour votre compagnie. Likez, commentez, abonnez-vous et devenez membre si possible. Bisous aux roux, à bientôt pour le prochain épisode.